Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine Afrique Mag, un numéro consacré exclusivement au reportage car notre invité n'a hélas pas pu être présent et s'est excusé à la dernière minute pour raison de santé. Nous lui souhaitons donc un prompt rétablissement. Nous aurons l'occasion de le recevoir dans nos prochains numéros, Inch'Allah. Et sans plus tarder, commençons nos sujets par la situation au Soudan où 4,5 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays depuis le début du conflit en avril, tandis que 1,2 million ont fui vers les pays voisins. L'écrasante majorité des réfugiés sont des femmes et des enfants. Sujet signé Badia Amarni. Loin des regards du monde et des gros titres, le conflit au Soudan continue de faire rage. Dans tout le pays, une crise humanitaire inimaginable se déroule alors que de plus en plus de personnes sont déplacées par les combats incessants, a indiqué la directrice des relations extérieures de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR qui revient d'une mission de plusieurs jours au Soudan. Dominique Hyde a livré un témoignage poignant sur la situation des réfugiés dans le pays devant des journalistes aux Nations Unies à Genève. La guerre qui a éclaté sans avertissement a transformé des maisons soudanaises auparavant paisibles en cimetières, a déclaré Hyde. Aujourd'hui, les combats prennent de plus en plus d'ampleur et de brutalité et le monde est scandaleusement silencieux. Selon les chiffres du HCR, 4,5 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays depuis avril, date du début de la guerre, tandis que 1,2 million ont fui vers les pays voisins comme le Tchad, l'Égypte, le Soudan du Sud, l'Éthiopie et la République centrafricaine. L'écrasante majorité des réfugiés sont des femmes et des enfants. Nous sommes très préoccupés par le fait qu'ils n'ont pas accès à la nourriture, à un abri, à l'eau potable ou à d'autres produits de première nécessité, a souligné Hyde, qui s'est notamment rendu la semaine dernière dans l'État soudanais du Nil Blanc qui abrite quelques 433 000 personnes déplacées internes selon l'Agence pour les réfugiés. L'augmentation du nombre de personnes déplacées a submergé les services essentiels dans les camps de réfugiés de cet État, a indiqué la directrice des relations extérieures. Comme dans le reste du Soudan, les écoles sont fermées depuis 7 mois et les salles de classe servent d'abri temporaire pour les personnes déplacées. La situation sanitaire est catastrophique. Rien qu'entre la mi-mai et la mi-septembre, plus de 1200 enfants de moins de 5 ans sont morts dans l'état du Nil Blanc en raison d'une épidémie de rougeole combinée à des niveaux élevés de malnutrition. Au moins 4 enfants meurent encore chaque semaine dans l'état du Nil Blanc car les médicaments, le personnel et les fournitures essentielles font défaut. Avec son adhésion au G20, l'Union africaine porte haut les défis du continent, notamment ceux liés au changement climatique. L'Union africaine, à travers le Parlement panafricain, en plus de se prononcer en faveur d'une loi modèle sur le changement climatique, invite tous les gouvernements au respect des engagements financiers liés aux variations climatiques, car il y va de l'avenir de plus d'1 milliard d'Africains. C'est l'Afrique qui subit le plus les effets néfastes du changement climatique. Qu'il s'agisse de vagues de chaleur plus fréquentes et plus longues, de sécheresses, d'inondations ou de cyclones, ces phénomènes affectent des millions d'Africains et menacent leurs moyens de subsistance. Dans le cadre du G20, l'Union africaine, par l'intermédiaire du Parlement panafricain, réitère son engagement à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. En ce qui concerne la transition des énergies fossiles aux énergies durables, abordables et propres, le Parlement panafricain est en train d'adopter une loi modèle afin d'assurer la pleine participation des peuples africains au développement économique et à l'intégration du continent. Selon le Parlement panafricain, l'Afrique a besoin d'un nouveau modèle sur le changement climatique. Cette loi servira justement de ce modèle pour la transition, devra répondre à un certain nombre de questions, dont le moyen d'accélérer la transition énergétique sans perturber les différentes économies, ainsi que les voies pour tirer profit de l'abondance et de la compétitivité des énergies renouvelables. Il sera question de réfléchir sur le développement des marchés régionaux africains pour tirer parti des énergies renouvelables et la répartition équitable des ressources énergétiques pour parvenir à un succès universel. Au cours de la dernière décennie, plusieurs solutions liées au financement climatique ont été adoptées.
mais sans exécution entre autres. Le financement annuel de 100 milliards de dollars destiné aux pays en développement. Je voudrais profiter de cette occasion pour appeler la communauté mondiale à agir de toute urgence pour réduire les émissions du dioxyde de carbone et tenir ses promesses passées en soutenant le continent dans la lutte contre le dérèglement climatique, en particulier pour accélérer tous les efforts visant à réduire ses émissions afin de s'aligner sur les objectifs énoncés lors de l'accord de Paris. En 2022, le rapport sur l'état du climat en Afrique indique que 110 millions de personnes ont été directement touchées par les aléas météorologiques qui ont plus de répercussions sur ce continent, non seulement parce que de nombreux pays sont situés dans les zones les plus chaudes de la planète, comme le Kenya et le Soudan, mais aussi en raison des conflits qui les affectent, de leur dépendance à l'agriculture pluviale et de leur très faible capacité à gérer les risques. Pour l'Union africaine, le changement climatique exige ainsi une action urgente et concrète de la part de toutes les nations pour réduire la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Inauguré en décembre 2022, le centre d'hémodialyse de l'hôpital régional de Ngaoundéré au Cameroun permet depuis plus de 6 mois déjà un meilleur suivi des patients atteints de maladies rénales. Autrefois contraints de parcourir des kilomètres pour accéder aux soins, ils peuvent désormais bénéficier d'un suivi de qualité tout en restant proches de leur famille. Inauguré en décembre 2022, le centre d'hémodialyse de l'hôpital régional de Ngaoundéré permet depuis plus de 6 mois déjà un meilleur suivi de patients atteints de maladies rénales, autrefois contraints de parcourir des centaines de kilomètres pour accéder aux soins. Ils peuvent désormais bénéficier d'un suivi de qualité tout en restant proches de leur famille. C'est un grand soulagement pour moi. Je suis 13 ans de dialyse. Vraiment, je suis content. Avant de me déplacer, partir Garoua, Maroua, Pertois. Dieu merci, maintenant je suis ici en Ngaoundéré, c'est comme si c'est moi. Comme l'explique le docteur Oumarou Moussa, chef du centre de dialyse de Ngaoundéré, la majorité des patients pris en charge souffrent de problèmes rénaux qui sont généralement la conséquence de négligence ou d'une mauvaise prise en charge de l'hypertension artérielle. Ici, nous avons remarqué que la principale cause, c'est l'hypertension artérielle. Je dirais plutôt l'hypertension artérielle non prise en charge. La plupart de nos patients qui commencent la dialyse, 90% arrivent au stade où ils ne sont même pas au courant d'une hypertension artérielle sous-jacente. Ils n'ont jamais consulté de docteur, ils n'ont jamais pris de médicaments. À la limite, il y a plusieurs années, ils ont été déclarés hypertendus, ils ont pris le traitement pendant 1 mois, après ils ont laissé. C'est ce que les gens aiment souvent dire, je néglige, je vais mieux, je n'ai pas de signes, je n'ai pas de symptômes, donc je ne prends pas de médicaments. Les patients, quant à eux, bénéficient de la première phase de couverture sanitaire universelle mise en place par le gouvernement camerounais et qui offre plusieurs possibilités. En charge qu'on nous a fait maintenant là, ça nous permet quand même peut-être un peu de vivre 15 000 par an avant de payer 720 000. Maintenant, c'est vraiment 15 000, c'est comme si c'est gratuit. Du fait de sa position géographique, le centre est habilité à recevoir les patients venant des régions des 4 coins du pays, voire du Nigeria, de la Centrafrique et même des autres pays du continent. Santé toujours, zéro palu, les entreprises s'engagent. Ce n'est pas un slogan, mais un programme en cours d'exécution sous la conduite de la Fondation Ecobank, en collaboration avec le partenaire RBM pour en finir avec le paludisme et l'organisation Speak Up Africa. Les reporters de Wari, le magazine économique panafricain, ont évalué au Sénégal et au Bénin l'impact de ce programme dans la lutte contre le paludisme en Afrique. C'est le grand format que nous vous proposons dans ce numéro d'Afrique Mag. Il est célèbre dans le monde, en Afrique encore plus. Pour cause, il fait partie des maladies les plus meurtrières sur le continent. Il s'agit du paludisme, une maladie transmise à l'être humain par un moustique appelé Anophèle femelle. On le retrouve principalement dans les pays tropicaux. Selon de derniers rapports sur le paludisme dans le monde publiés en 2022 par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, on comptait 247 millions de cas de paludisme en 2021,
contre 245 millions en 2020. Le nombre estimé de décès imputables à cette maladie s'est élevé à 619 000 en 2021 contre 625 000 en 2020. Entre l'an 2000 et 2021, nous avons enregistré des progrès remarquables, une réduction de près de 30% du nombre de cas et de près de 60% des décès liés au paludisme. Cependant, si on regarde depuis 2015, nous pouvons constater déjà que le progrès ont été ralentis de façon inquiétante parce que nous n'avons plus vu cette baisse qui a été enregistrée avant 2015. La région africaine de l'OMS supporte une part importante et disproportionnée de la charge mondiale du paludisme. En 2021 encore, les enfants de moins de 5 ans représentaient 80% environ des décès dus au paludisme sur le continent. Les efforts de lutte contre cette nébuleuse peinent à satisfaire, tant les entraves sont nombreuses. La plupart des pays ont programmé les interventions, mais quand on regarde les plans stratégiques, la plupart sont seulement financés à 50%. Donc, il y a beaucoup de services qui n'ont pas été réalisés à cause des insuffisances de fonds. Pour pallier ce handicap, le groupe Ecobank, à travers sa fondation, en collaboration avec le partenariat RBM pour en finir avec le paludisme et l'ONG Speak Up Africa, a lancé en 2020 l'initiative Zéro Palu, les entreprises s'engagent. Aujourd'hui, l'initiative est mise en œuvre au Bénin, au Burkina Faso, au Sénégal, en Ouganda et au Ghana. Elle vise, entre autres, à favoriser la mobilisation des ressources nationales pour un financement durable dans la lutte contre le paludisme. L'objectif de cette initiative, comme son nom l'indique, c'est de pouvoir mobiliser, engager les entreprises du secteur privé africain pour pouvoir lutter contre le paludisme. Elle s'inscrit dans un mouvement plus continental qui avait été lancé en 2018 et endorsé par l'Union africaine quelques années après, qui s'appelle Zéro Palu, je m'engage. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir, dans le cadre de cette initiative, de ce mouvement, de pouvoir renforcer leur troisième pilier qui est sur l'engagement du secteur privé, mobiliser tous nos réseaux pour justement contribuer à cette entreprise. Donc en particulier tous nos clients de la banque commerciale, donc les petites et moyennes entreprises, et pouvoir leur donner une place dans la lutte contre le paludisme. Et dans cet élan de riposte efficace contre le paludisme, le groupe Ecobank travaille étroitement avec Speak Up Africa, une organisation à but non lucratif de communication stratégique et de plaidoyer dédiée à catalyser le leadership africain, favoriser les changements de politique et renforcer la sensibilisation autour du développement durable en Afrique. Aujourd'hui, nous travaillons à travers le continent africain. Donc, nous avons des partenariats stratégiques avec l'Union africaine, avec l'Organisation ouest-africaine de la santé, mais nous avons également des programmes dans 7 pays d'Afrique, donc essentiellement les pays francophones, mais nous avons au Ghana et en Ouganda, dans le cadre de la lutte contre le paludisme, un programme que nous mettons en œuvre. Cette collaboration soutient les communautés à risque de paludisme à travers le continent en plaidant pour une volonté politique plus forte, un financement endogène accru et des stratégies d'élimination du paludisme plus ciblées. Pour nous, il était important de pouvoir mettre en place un programme qui permettrait de pouvoir mobiliser toutes les parties prenantes. Donc aujourd'hui, nous avons une campagne qui s'appelle Zéro Palu, je m'engage, qui est une campagne de l'Union africaine et du partenariat mondial de lutte contre le paludisme et qui demande à ce que nous ayons un engagement politique, un engagement du secteur privé et un engagement des communautés. Aujourd'hui, on a plus de 50 entreprises qui se sont mobilisées à travers les 5 pays où l'initiative est mise en œuvre, donc qui sont le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, le Sénégal et l'Ouganda.
Et toutes ces entreprises, donc c'est plus de 50 entreprises, ont fait des contributions de 1,5 million d'euros en nature et financière, qui viennent compléter les 600 000 $ de contribution de la Fondation Ecobank. Dans certains pays africains, le paludisme réduit la croissance du pays, le produit intérieur brut, jusqu'à environ 1,3%. Et fait peser une lourde charge sur les entreprises du secteur privé. La maladie continue d'affecter les bénéfices des entreprises à travers le continent africain et au-delà par le biais d'absentéisme des employés, de la baisse de la productivité et de l'augmentation des coûts des prestations. Grâce à l'initiative Zéro Palu, les entreprises s'engagent. Plusieurs ressources financières et en nature ont pu être mobilisées dans l'ensemble des 5 pays de mise en œuvre. Quand on est ensemble, on fait beaucoup de choses et on pose un grand acte. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Le ministère de l'État béninois, à travers le ministère de la Santé, a lancé un appel aux entreprises, aux organisations internationales, afin de se mettre ensemble pour aller dans les contrées, dans les villages, dans les zones reculées, aider les populations en matière de santé communautaire. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Moi, je pense que c'est bien. Il faut toujours aller en singlo, ça ne donne rien. Mais quand on se met ensemble, je crois qu'on fait beaucoup de choses. Au Bénin, comme au Sénégal, la mise en œuvre des interventions à efficacité prouvée s'est traduite au niveau opérationnel par une amélioration de l'accès, de la qualité de la prise en charge, l'acceptation de l'utilisation des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action comme moyen utile de prévention, tout comme l'utilisation du traitement préventif intermittent chez la femme enceinte. Ainsi, une implication plus accrue du secteur privé dans la lutte contre le paludisme pourrait pousser les vagues d'une élimination de la maladie vers un ciel ouvert à de meilleurs lendemains pour les populations du continent. Nous vous proposons à présent une balade architecturale dans la capitale politique du Bénin, Porto Novo, ville vestige aux styles architecturaux, racontant le passé colonial avec des bâtisses forgées dans et avec la terre originelle des Ogonuto, matériaux réputés biosourcés nantis d'une qualité d'adaptation aux différents aléas climatiques. Porto Novo, une ville résiliente, c'est une visite guidée d'un architecte spécialiste des matériaux bioclimatiques. Commentaire Amel Bouarba. Porto Novo se métamorphose. La ville capitale arbore à présent sa vraie toge, ocre rouge, la couleur de sa terre, celle de sa vraie identité culturelle et historique. Elle redevient la ville-histoire, un musée à ciel ouvert avec ses pans de murs aux matériaux locaux. En sillonnant les ruelles de cette ville, nous tombons sur l'un des maîtres à penser de cette nouvelle architecture, qui est d'ailleurs spécialiste en bioclimat. Il nous décrit toute la structure ayant abouti à l'érection de ce monument en ferme de termitière. Mais avant, un petit cours d'histoire. Nous sommes ici devant le monument qu'on appelle Abessan, qui est dans le premier quartier de Porto Novo. Le roi Tofa est né ici. Et Akte-Agbali, en arrivant à Porto Novo, a aperçu une fumée dans ces lieux, donc c'est là qu'il a déposé ses fétiches pour commencer à fonder le royaume de Porto Novo. Donc c'est un monument qui symbolise l'histoire des 3 chasseurs qui ont retrouvé un monstre à 9 têtes dans une termitière, et à partir de là, toute l'histoire de Porto Novo s'est construite. Un site historique réaménagé en 2007, totalement fait en matériaux locaux pour garantir un confort thermique aux visiteurs, sans la moindre climatisation à l'intérieur. La terre est fraîche de la même manière que quand vous mettez de l'eau dans une jarre en terre, l'eau est fraîche. Une maison en terre est toujours fraîche quand il fait chaud dehors. Elle est réchauffée quand il fait froid dehors, car la terre emmagasine la chaleur et restitue aux occupants de la maison. Porto Novo est l'une des villes abritant un nombre impressionnant de ces vestiges érigés à base de ces matériaux locaux, biosourcés, le palais du gouverneur, le lycée Béonzin et bien d'autres édifices qui tiennent encore debout et résistent aux intempéries.
Nous visitons aussi ce laboratoire, centre de recherche et de formation en architecture bioclimatique. Un exemple type de maison à 2 niveaux, fondation en pierre, les élévations en terre, la dalle en terre cuite et terre crue, une belle maison en somme. Ce bâtiment est un laboratoire comme vous dites, et cette façade, nous l'avons laissée nue depuis 2 ans pour voir comment les briques qui ne sont pas cuites réagissent par rapport aux intempéries, surtout à l'eau, au soleil, à l'eau qui dégouline le long du mur, pour voir quelle est la réaction de la brique. Et ça nous permet de prendre des données et d'être précis dans nos prévisions par rapport à nos conceptions de plans. Ces matériaux de construction biosourcés répondent aux enjeux du développement durable, une empreinte environnementale favorable basée sur le stockage du carbone, une nouvelle filière de développement économique pour les territoires. Sport à présent pour parler d'une nouvelle discipline, le Dukwan, un art martial made in Cameroun créé par Richard Zoé Priso, expert en arts martiaux, ceinture noire, 6e dan en karaté et 6e dan en kung-fu. Il s'agit d'un art reconnu et homologué en 2008 lors d'un casting de 120 styles d'arts martiaux, un casting de Miami en Floride aux États-Unis. Commentaire, Mokhtar Hamani. Richard Doumbé-Zoé, présent ici en train de dispenser des cours d'arts martiaux aux enfants dans cette cour d'école de la ville de Douala, est le fondateur du Dukwan, un art martial créé en 2007 et reconnu en 2008 par l'Académie des arts martiaux de Miami en Floride aux États-Unis. Selon son fondateur, le Dukwan est un mélange de toutes les expérimentations qu'il a connues. Il participe à un casting sur 120 styles et il est sorti premier. Ce style qui est un mélange du métissage de toutes mes écoles, à savoir la boxe anglaise que j'ai pratiquée à l'âge de 9 ans, le Shotokan, le Kung Fu, et j'ai essayé de ramener toute cette scientologie à la réalité du public. Le Camerounais, expert mondial en arts martiaux, enseigne sa création dans les 4 coins du monde depuis le début de l'année 2018. Les forces de police, les jeunes pratiquants d'arts martiaux figurent au nombre de nouveaux convertis par cet expert ceinture noire 6e dan en karaté et 6e dan en kung-fu. Ivoiriens ont apprécié, ils ont aimé le style et d'ailleurs ils m'ont demandé de revenir. Donc le programme à court terme, il y a encore Abidjan, il y a Kenya, il y a même une tournée qui s'annonce bientôt à Malte, à Bruxelles aussi. Le Dukwan se distingue des autres disciplines par son style de combat et sa science de vie. Le Dukwan aujourd'hui se positionne donc comme un art vital parce que en plus du martial, il apporte quelque chose en matière de santé. Sur le plan étymologique, le Dukwan made in Cameroun signifie en langue douala l'art martial Doumbé de Kwane, qui est le nom d'origine du maître Richard Zoé Priso. Kwane qui est le nom de son village Bonon Kwane dans le canton Apoin. A noter que le Dukwan est intégré dans les fédérations de karaté et du Kung Fu Wushu du Cameroun, une discipline qui a visiblement de beaux jours devant elle. Sport toujours avec ce dernier sujet pour terminer notre magazine. Au Rwanda, depuis quelques années déjà, tourisme et sport font bon ménage. Dans ce reportage que nous vous proposons, vous allez voir comment le gouvernement utilise le cyclisme, par exemple, non seulement pour développer les jeunes talents locaux, mais pour aussi attirer des touristes. Politique payante puisque le pays des 1000 collines accueillera en 2025 les mondiaux du cyclisme, le premier pays africain à abriter cette compétition depuis sa création. Commentaire Halim Yaesh. Du haut de ses 19 ans, Banzi Buhari rêve de devenir cycliste professionnel de niveau international. Il participe pour la première fois au Tour cycliste Rwandan Epic qui en est à sa 4e édition. Meilleur Rwandais dans la catégorie solo, Buhari affirme que sa première motivation est d'apprendre des professionnels, car s'il veut conquérir le monde du cyclisme un jour, cette compétition est une étape incontournable et constitue un pas de plus pour réaliser son rêve.
Je veux améliorer mon côté technique pendant cette compétition. Quand je regarde comment les autres travaillent leur descente par exemple, ou leur façon d'esquiver les obstacles, je me dis que j'ai encore beaucoup à faire pour être un bon professionnel. Je m'entraîne beaucoup, c'est vrai, mais pouvoir jouer avec tous ces gens est un grand pas dans la bonne direction. Rwandan Epic est une course de vélo de montagne qui dure 5 jours, avec pour toile de fond le paysage rwandais. Au-delà de la course, cette épreuve est une aventure unique pour les amateurs de cyclisme venus de plusieurs pays pour découvrir le Rwanda à travers ses multiples facettes, une façon aussi pour le pays hôte de faire parler de lui pour attirer plus de touristes. On me parle de l'Afrique depuis des années, ma femme a déjà été, mes beaux-parents viennent tout le temps. Donc voilà, cette année, ça s'est présenté, je me suis inscrit, j'ai pris mon père avec et encore un copain et on s'amuse bien. Ah ben, mes impressions, jusqu'à présent, elles sont très très bonnes parce que je ne suis pas venu ici vraiment pour la course, c'est plus une aventure et pour découvrir l'Afrique parce que je voulais vraiment venir ici avant, bon je suis quand même plus âgé maintenant et je voulais quand même venir ici avant qu'il soit trop tard quoi, et j'aime bien, je suis vraiment impressionné par la mentalité des gens ici, ça nous change énormément de l'Europe. Plus de 120 coureurs, dont 19 Rwandais, participent à cette course cycliste de 5 étapes où ils devront parcourir plus de 300 km de piste à une altitude impressionnante de plus de 5000 mètres. L'aventure de leur vie. Pendant les 2 dernières décennies, le Rwanda a multiplié les efforts pour développer le cyclisme. L'un des fruits de ces efforts est que le pays des 1000 collines va accueillir le championnat du monde de cyclisme en 2025, une première en Afrique depuis la création de cette compétition il y a plus de 100 ans. Voilà, ainsi s'achève le 5e numéro de la 2e saison d'Afrique Mag. Merci à toute l'équipe du Studio 2, toute l'équipe technique plutôt du Studio 2, et merci surtout à vous de nous avoir suivis. Salam.